peut-être la politique, dans sa vision politique politicienne, qui peut apporter des déviations, des dérapages, d'accord. Mais la politique, au sens noble du terme, c'est un sacerdoce, c'est un devoir. On est au service d'une communauté. Donc à l'école, la politique au sens noble du terme, vous constatez bien que les choses ne se passent pas comme prévu. C'est de cela que nous parlons aussi. C'est cela que nous ne voulons pas voir sur les campus, dans les écoles par exemple. Bien sûr, quand il n'y a pas d'éducation à la culture démocratique, il y a un vide. Par exemple, regardez, prenez l'exemple des partis politiques. Ils ont du mal à former même leur jeunesse par moment. Rares sont les partis politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui donnent des formations véritables à leur jeunesse. Même les sections consacrées à la jeunesse, les moyens pour fonctionner manquent par moment. Donc moi, je milite pour qu'il y ait de la politique à l'école, mais la politique à l'école qui permet à nos étudiants d'avoir des rudiments, d'apprendre à échanger, à discuter, à argumenter, à convaincre, d'être tolérant, d'accepter la différence. À l'école, c'est par là-bas, l'apprentissage à la pratique, qu'on peut faire cela. Mais pourquoi est-ce que les étudiants ont du mal, les élèves ont du mal à réussir cela? Pas parce qu'ils ont du mal à réussir cela. Il y a eu peut-être à un moment donné une crise. Cette crise a eu ses ramifications dans certains dérapages qu'on a pu connaître. Mais ce n'est pas suffisant, ce n'est pas une entièreté pour aboutir à des conclusions où il faut déjà jeter l'anathème, où il faut discréditer totalement la politique ou le politique. Alors, on ne fait pas seulement allusion à cette parenthèse que vous avez évoquée, on parle de depuis toujours et partout, là même où il n'y a pas eu de crise. C'est pareil toujours avec les jeunes. Non, les jeunes, l'utilisation de la politique par les jeunes. Oui, ils peuvent utiliser la politique à bon escient. C'est quand la politique est utilisée ou la politique est mise au service de divers types d'intérêts inavoués qu'il faut peut-être condamner. Moi, je pense qu'il faut donner la possibilité aux jeunes de se former, d'avoir une culture à la démocratie, culture à certaines valeurs, pour véritablement devenir eux-mêmes à leur tour, quand ils auront la destinée ou les rênes d'un pays, pouvoir et devenir aptes à pouvoir conduire véritablement au succès cette destinée. Donc je milite pour qu'il y ait de la politique, il y ait de la formation, il y ait de l'enseignement, il y ait une forme de transmission des valeurs via des espaces d'échange, de débat, de partage d'idées. C'est la formation qui manque le plus? C'est clair, effectivement, qu'il faut ouvrir l'espace à l'éducation civique et puis peut-être avec des règles bien strictes, parce que l'école, c'est un espace également qui est bien réglementé. De sorte que s'il se trouve des gens qui dévient, qui ne respectent pas donc la politique telle que définie de façon noble, ben, ces gens-là soient soumis à des sanctions, ne serait-ce que symboliques. Voilà, il est clair que sans éducation, tout commerce avec la politique est une aventure assez dangereuse. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à l'école qu'il faut former à la politique. Hein. Il faut former les politiques à la politique. Absolument. C'est une question donc de culture civique, d'état d'esprit. Il a dit, c'est un sacerdoce. C'est un don de soi quand on se donne à la politique. On ne vient pas pour se servir, mais on vient pour servir. Donc s'il n'y a pas un minimum de morale en politique, ça devient très dangereux. Et ça, une société éduquée peut arriver à sanctionner le politique qui dévie, le politique qui se sert plutôt que de servir. Donc tout ça, à la base, c'est une bonne formation. C'est vrai, il faut du temps pour qu'il y ait une maturation, pour que tout ça se mette en place. Mais autant commencer maintenant. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, je vais dire, d'affronter le débat et de pouvoir... vous savez maintenant qu'il y a l'éducation au civisme à l'école, n'est-ce pas, aux droits de l'homme, entre autres. On vient de l'instaurer parce qu'on a compris le bien fondé de pouvoir amener les enfants dès le primaire à comprendre qu'il faut respecter son voisin, et il faut respecter sa culture, sa religion, etc. Voilà, il faut qu'il y ait une éducation permanente à la politique. Et il y a ça, il n'y a pas que l'école, hein. Il y a aussi les médias. Il faut que les médias aussi jouent leur rôle pleinement, sans tabou, sans, je vais dire, sans a priori, parce que quand on va décloisonner l'esprit, les médias même seront à l'aise pour faire leur travail. Voilà. Nous sommes à l'aise, Nous sommes à l'aise, on peut vous rassurer. Vous voyez, la RTI vous permet de parler sans censure, vous le constatez. Alors, de façon générale, qu'est-ce qui fait le problème, Mme Tounkara, qu'est-ce qui fait le problème en Afrique? Les élections se terminent toujours difficilement ou commencent toujours difficilement. C'est une question d'ordre général qui est valable pour tout le monde. Et quel est le problème? Le problème, c'est que soit ça commence difficilement ou ça se termine difficilement. Il y a une grande ignorance qui est au fond de tout ça. Nous ignorons nos textes, on ne les respecte pas
l'État aussi ne fait pas grand-chose pour le respect de nos textes parce qu'il y a des conventions qui sont ratifiées. L'Afrique est le continent le plus rapide. Quand on nous amène les conventions, on ratifie, on ratifie, on ratifie, mais on ne les applique pas. C'est ça le gros problème. Pendant le processus... Le on, il est mis pour qui ne l'applique pas. Non seulement l'État... Quand vous dites l'État ne fait pas grand-chose, les citoyens en tant que personne ne respectent pas. Les textes sont là, on ne les respecte pas. Et l'État aussi ne fait pas grand-chose pour le respect. Sinon, il y a des sanctions sur chaque convention. On dit si telle personne ne respecte pas ça, il y a une sanction qui est là pour ça. Mais nous, on ne respecte pas. Les sanctions aussi ne sont pas posées. Du coup, on est dans le désordre total. Commencez par respecter, j'ai envie de dire. Oui. Et comme ça, vous n'allez pas vous attendre à des sanctions. Non, commencez par respecter. Oui, il faut commencer par respecter. Et si ça ne se fait pas respecter, il faut que l'État fasse respecter à travers des sanctions. Ça, c'est une cause. On ne connaît pas aussi les processus électoraux. Ça, c'est un grand jeu. En fait, pendant les élections, surtout en Afrique, il y a deux types de jeunesse. Il y a la jeunesse politique et la jeunesse de la société civile. La jeunesse politique se voit à travers son propre intérêt, l'espoir que leur donnent les politiciens, je veux dire. Et cette jeunesse apolitique de la société civile qui se bat pour dire non à la violence. Du coup, quand ces deux jeunesses se rencontrent, il y a confusion, oui. Professeur Achua, quelle est votre réaction, votre réponse? Pourquoi tant de problèmes quand il y a des élections dans les pays africains? On a envie les autres. Quand on regarde ailleurs, dans certains pays, tout se passe très bien. Oui. Mais l'Afrique, c'est toujours compliqué. Oui. Je suis entièrement d'accord. Qui a intérêt à ce que ce soit ainsi? Je suis entièrement d'accord avec elle qu'il y a un problème fondamental de respect des lois aux différentes élections. Si on prenons chez nous d'abord avant d'aller ailleurs, quand on a une longue culture électorale, mais depuis les années 60, ce n'est pas une élection en tant que telle. Après, là où il y a concurrence entre des candidats, c'est toujours des palabres à n'en point fini, c'est des coups d'État, c'est la guerre, vous comprenez? Tout cela dénote du non-respect des lois qui régissent la politique, des lois qui régissent les élections. Si nous respections les lois, si nous respections les constitutions que nous sommes données, vous allez voir que tout va se dérouler de façon normale. Mais il faut également indiquer que nous avons importé tout un processus. Voyez, nous avons importé tout un processus que nous chaussons très mal parce que le jeu démocratique tel que ça se déroule dans nos espaces, c'est tel que ce n'est pas issu de notre culture. Donc il faut un jeu, il faut que nous puissions imaginer un jeu politique qui implique nos différentes cultures. Quand je parle de cela, je pense par exemple, Dieu merci, et aujourd'hui on implique un peu les chefs traditionnels, n'est-ce pas, dans le jeu politique, dans les différentes décisions. C'est une très bonne chose, vous voyez, voilà, parce que les chefs traditionnels, ce sont des entités qui sont de notre culture. On peut les utiliser également. Pourquoi ne pas penser d'ailleurs à faire d'eux des grands électeurs comme on le ferait, comme on le fait aux États-Unis, pour qu'ils soient entièrement impliqués dans le jeu électoral, dans la politique de façon complète et avec tout le pouvoir qu'il leur faut pour qu'ils puissent gérer cette politique-là. Donc, en conclusion, c'est une question de non-respect des lois qui ne sont pas méconnues d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est les personnes, le politique connaît les lois qui régissent, n'est-ce pas, le jeu politique qui régissent les élections. Mais comme chacun veut s'accaparer le pouvoir coûte que coûte, alors les conséquences, nous les connaissons tous. Oui, voilà. Voilà. Docteur, vous avez entendu le développement, docteur Koné Taïrou. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut franchement parler de la méconnaissance de nos règles du processus électoral dans les pays africains? Oui, il y a une partie... Pour aborder le troisième point. D'accord. Il y a effectivement une part de méconnaissance donc, des processus électoraux dans nos jeunes États, nos États qui sont en transition démocratique. Il faut le dire, toutes nos constitutions proclament les libertés fondamentales et tout. Et on a librement adhéré à certains principes et ces principes-là consacrent dans nos constitutions le pluralisme politique, plusieurs partis et tout, mais surtout l'alternance. Et c'est sur ce dernier point que je souhaiterais faire un petit Oui, allez-y, sur l'alternance. Voilà. On ne connaît pas nos textes. Très bien. L'alternance politique suppose qu'il y a des élections dont les résultats sont acceptés de tous.
Mais pour que ces résultats soient acceptés de tous, il faut au préalable qu'il y ait des élections régulières, transparentes, inclusives et donc ouvertes. Pour qu'il y ait donc ces élections, on s'adosse sur certains textes, notamment dans notre cas, le code électoral. Est-ce que suffisamment ce code électoral est connu par les partis politiques, par les militants des partis politiques, les leaders des partis politiques, et également par la population, via donc la société civile. Le rôle donc, à partir de cet instant de la société civile, qui pourrait être de mobiliser des masses, qui pourrait donc être une mobilisation citoyenne pour s'approprier les différents textes qu'on se donne, pour faire respecter les différents textes qu'on se donne, par moments pêche. C'est à partir de ces moments que la crise de confiance, la défiance ou la suspicion s'installe entre les différents acteurs. Que faut-il faire entre les parties prenantes pour les réconcilier, pour les rapprocher? Que faut-il faire? Est-ce que c'est véritablement la méconnaissance des textes, la méconnaissance du processus électoral ou bien autre chose? Parce que chacun interprète des textes qui sont souvent assez clairs, j'ai envie de dire. Si je peux me permettre. Oui, vous terminez. D'accord, donc je termine sur ce point. Vous avez certainement raison, ce n'est pas toujours qu'on méconnaît forcément les textes. Il y a peut-être aussi le refus d'accepter certains textes. Il y a peut-être le refus de ne pas avoir la même forme d'interprétation sur certains textes. Mais ce travail peut être aussi fait et appuyé par nos organisations de la société civile. Certaines organisations, je ne dis pas toutes, certaines organisations s'investissent dans ce champ pour vulgariser, pour inculquer certaines valeurs qui doivent pouvoir conduire à certains comportements pacifiques. Donc, je pense que la place, l'importance, le rôle de la société civile est essentiel à ce niveau. D'accord. On va continuer sur la méconnaissance des textes, Dr Ibidjo. Oui, j'ai envie de dire un politicien, un homme politique qui méconnaît les textes, c'est un parjeu. J'ai envie de dire, celui-là ne mérite pas, en tout cas, d'être candidat. Ce qui, à mon humble avis, pose problème, c'est l'insoumission au texte. C'est-à-dire, on a un rapport tellement passionné à la politique qu'on pense qu'être battu, c'est la fin du monde en Djémé. Parce qu'on a fait tellement de promesses derrière, à ses suivre, etc., des promesses de poste, de changement de statut, etc., qu'on n'a même pas le courage d'affronter la vérité des urnes. Donc c'est juste une question de culture civique. Pouvoir avoir de la hauteur, pour dire, écoutez, une élection de perdue, c'est notre qu'on prépare demain, pour pouvoir la conquérir, pour pouvoir la gagner. Et également, peut-être, favoriser les conditions également d'une paix des élections de la dignité. C'est-à-dire rendre vraiment le plus transparent possible le processus. C'est-à-dire à chaque étape du processus, entre guillemets, avoir une autocertification de chaque candidat, de chaque acteur, pour que chacun soit convaincu que rien n'a été caché, rien n'a été floué, et qu'au bout, il ait le courage d'appeler son candidat, enfin son concurrent, pour dire, écoutez, bravo, tu as gagné. C'est vrai, l'Afrique n'est pas aussi noire, le tableau n'est pas aussi noir que ça. Hein. On a connu quelques exemples récents. Hein. L'un des plus récents, c'est Goodluck Jonathan au Nigeria, qui a appelé, le président actuel du Nigeria pour le féliciter. Oui, je pense quand même qu'il y a quelques espérances. Il n'y a pas que des mauvais exemples, en Djémé. Oui, quand c'est réussi, on a moins de soucis. Quand ça ne réussit pas, à votre avis, Mme Tounkara, quel est le problème? Est-ce qu'on a un véritable problème de méconnaissance du processus électoral, de nos textes, ou bien il s'agit tout simplement de mauvaise foi, d'insoumission, de refus d'accepter des textes? Non seulement la méconnaissance existe, mais je me dis aussi qu'il n'y a pas assez de vulgarisation de ces textes-là. Imaginez, voilà, la population africaine, certes, dans la majorité, c'est les Français qui nous ont colonisés, mais ce n'est pas tout le monde qui parle français. Et si nos textes sont rédigés en français, voilà, ceux qui ne parlent pas français, ils ne peuvent pas le comprendre, ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe dedans. Du coup, je me demande, au lieu de tout mettre en français, pourquoi ne pas retraduire ces textes-là dans les langues nationales, dans les langues les plus majoritaires, pour que la majorité de la population puisse en acquérir. Il y a la méconnaissance, mais il y a aussi le refus. Parce que les politiciens, en tant que personnes, si tous les textes sont respectés, que lui, ça ne l'arrange pas, du coup, il fait là de telle sorte que ses militants font en sorte que les votants ne le respectent pas. Il y a aussi le refus, il y a la méconnaissance, il y a le manque de vulgarisation aussi au niveau de toute la population. Parce que la couche la plus vulnérable aussi doit être considérée, ceux qui ne parlent pas français et ceux qui ne parlent pas les langues nationales. Vous proposez quoi exactement? Je propose que ces textes soient... tout ce qui est dit, par exemple, en français en Côte d'Ivoire... En Côte d'Ivoire, que vous retraduisez ça en baoulé, en bambara, les langues qu'on parle en Côte d'Ivoire ici. Que ces textes soient retraduits dans ça et qu'on vulgarise encore plus.
Donnez-nous quelques exemples. Au Mali, par exemple, comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis de ces textes-là? Comment est-ce que cela se présente? Au Mali, c'est la même chose. Les textes sont en français. Mais souvent, pendant les élections, il y a la société civile, les jeunes, les associations qui font passer quelques messages. Les parties les plus importantes de ces textes-là. Ils forment un spot, par exemple, où on montre à la population, quand on se rend dans les bureaux de vote, qu'est-ce qu'il faut faire, par quoi il faut commencer, comment on doit faire le choix du candidat. Souvent, ils montrent à travers de simples gestes. Un individu physique qui pointe qui montre le doigt, je veux dire, comment il fait, comment il doit rentrer et comment les assesseurs dans les bureaux de vote doivent se comporter. Mais même tout ça, je me dis que c'est assez limité parce que ce n'est pas tout le monde qui a accès au petit écran. Du coup, il faut vulgariser ces textes-là en langue nationale. Vulgariser à travers quoi d'autre? Vulgariser à travers les radios, les médias sociaux. Une chose aussi, même dans les villages les plus profonds, il y a les radios, la télé existe chez certains. Les chefs de village doivent aussi être des porteurs de messages, la jeunesse plus particulièrement. Docteur Koné. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez? Oui, nous avons par exemple dans les textes ou les attributions même des organes de gestion des élections, des impératifs comme l'information et la sensibilisation des populations quant à la connaissance des textes. C'est important de savoir parfaitement les textes de sorte à ne pas se fourvoyer. C'est la méconnaissance qui conduit souvent à certaines réactions violentes. Quand il y a des situations posées, les textes prévoient toujours des mécanismes, des voies de recours. Donc, en connaissant très bien les textes, s'il y a des blocages, s'il y a des situations d'impasse, on fait recours aux moyens qui pourraient nous permettre de les décanter. Et là où il faut s'adresser pour pouvoir les décanter. Donc, je suis d'accord que les textes sont pris, mais ces textes doivent être vulgarisés. Et ce travail de vulgarisation implique tout le monde. Les partis politiques, les leaders des partis politiques, la société civile, également les médias, comme elle l'a indiqué, qui également dans leur mission d'information devraient accorder une bonne place dans la vulgarisation, dans la bonne compréhension de ces textes aux différents publics. Professeur Antoine, qu'est-ce qu'on peut proposer d'innovant, au-delà de tout ce qui a été déjà dit, qui est classique, disons-le comme ça? Qu'est-ce qu'on peut proposer d'innovant? D'abord, il faut dire que quand on parle de méconnaissance, il faut d'abord situer cette méconnaissance. Il est évident que si on demande à chacun d'entre nous, à quiconque, de nous dire quelle est la partie de la Constitution qui régit les élections, ce n'est pas évident pour tout le monde. Hein. Voilà, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais le minimum, comme Dr Ebitoa l'a dit tout à l'heure, accepter les résultats des urnes, ça c'est un minimum. On n'a pas besoin de calcul pour le faire. Voilà. Et il y a un certain nombre de choses que le politique peut respecter, mais ces lois, ces règles, ces conduites ne sont pas respectées et ça entraîne tout ce que nous savons chaque fois qu'il y a des élections. Mais en termes d'éducation, c'est quand il y a des élections que nous voyons des émissions comme celle-là, que nous voyons qu'il y a des médias qui s'intéressent, n'est-ce pas, aux électeurs, aux hommes politiques. Non, j'ai dit non. Il faut éduquer la population à toutes ces choses pour qu'elle sache comment on vote, même avant l'échéance électorale. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une élection? Voilà. Il faut que cela soit traduit dans nos différentes langues, parce qu'effectivement, dans notre pays, dans les pays africains, tout le monde n'est pas allé à l'école. Il y a beaucoup d'analphabètes, mais cet analphabète ne doit pas être marginé, sinon il est potentiellement manipulable. Voyez? Donc il faut trouver un mécanisme pour que toutes ces règles qui concernent les élections, qui concernent la politique, soient connues des différentes populations. Je pense que nous aurons moins de problèmes en cela. Et je prône aussi qu'il y ait une réorganisation de notre manière de conduire la politique. Et je l'ai dit tout à l'heure et j'insiste qu'on implique davantage nos responsables, nos chefs traditionnels, n'est-ce pas, qui sont les garants de la société, vous voyez. Et parce que faire de la politique, organiser une élection, je ne sais quoi d'autre encore, sans impliquer ces garants, n'est-ce pas, de la culture africaine, c'est marginaliser donc la culture africaine, c'est importer quelque chose que nous appliquons très mal avec toutes ces conséquences. Donc, je pense qu'il y a tout un travail à faire, un travail de réorganisation, un travail d'apprentissage, sans ignorer toutes les différentes couches de la population.
Oui, voilà. Et très bien. Nous repartons sur le terrain avec Sita Soro, Soumaoro Suleiman et Astou Touré, toujours sur la même question. Drissa Soulaman est le coordonnateur national du Forum de la société civile pour l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO. Il pense que la société civile doit jouer un double rôle. Sensibiliser les populations en vue de la tenue d'élections apaisées et veiller au strict respect des textes. Et lorsqu'il dit les textes, il fait allusion à la Constitution d'abord, ensuite au Code électoral. Le processus électoral n'est pas bien connu de la population. Il est important que non seulement la Commission électorale indépendante qui est chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire puisse non seulement vulgariser ce code électoral, mais nous, les acteurs de la société civile aussi peuvent contribuer à la vulgarisation du code électoral pour qu'il soit connu. Mais les acteurs politiques qui sont en compétition aussi, il est de leur devoir de contribuer à la vulgarisation du code électoral pour que ce code électoral puisse être connu de tous. Car si nous connaissons le code électoral, je pense que aussi cela peut contribuer aussi à réduire un certain nombre de violences. Car il y a des dispositions qui ne sont pas connues et c'est ce qui amène véritablement à la méconnaissance ou à la violence le plus souvent. Le rôle de la société civile, c'est d'accompagner les institutions qui sont en charge des élections pour l'organisation de ces élections-là. Donc avant même les élections, la société civile doit sensibiliser les populations pour que celles-ci déjà puissent s'engager à aller à s'inscrire sur la liste électorale. Le jour du vote, la société civile aussi doit s'organiser pour faire l'observation citoyenne des élections. Car vous savez que pour pouvoir se prononcer véritablement sur la crédibilité ou la transparence des élections, il est bon qu'on puisse observer ces élections-là, donner notre point de vue, à savoir est-ce que les bureaux de vote ont ouvert à temps, est-ce que le matériel électoral était disponible, est-ce que ces élections, les populations ont participé de manière non violente, est-ce qu'il n'y a pas eu d'intimidation au niveau du processus électoral. Donc ça, c'est le rôle de la société civile, non seulement le jour des élections, à observer les scrutins. Après le scrutin, je pense que la société civile aussi doit sensibiliser les acteurs, la population, pour que celle-ci puisse rester à l'écoute des institutions qui sont chargées de proclamer les résultats. Et lorsque les résultats, lorsque un candidat ou le candidat des acteurs de la population ou d'un camp pense qu'il n'est pas d'accord avec un certain nombre de résultats, je pense que c'est de notre rôle de leur expliquer les procédures et les voies à suivre pour que celles-ci puissent écouter leurs candidats et même dire à leurs candidats qu'il y a des voies de recours, que ces voies de recours soient suivies pour que nous ayons des élections crédibles et transparentes. Donc le rôle de la société civile, c'est de veiller à ce que toutes les dispositions qui ont été prises par l'État soient respectées. Alors, je voudrais commencer par vous, professeur Achua. La société civile, déjà, avant de définir son rôle, il y a un véritable problème. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on appelle société civile en Afrique. Certains disent qu'elle est partisane, elle a une couleur politique, forcément. Elle n'est jamais neutre. Vous, qu'est-ce que vous dites? Bien sûr. Alors, il faut distinguer deux choses. Il y a la société civile formelle, et il y a la société civile informelle. Alors, la société civile formelle, ce sont les organisations, ce sont les ONG et autres qu'on peut retrouver quelque part. Et la société civile informelle, ce sont des regroupements, comme je l'ai dit tantôt, comme les Agora et Parlement, les Grains. Voilà, ça, c'est des formes de société civile également. Voilà. Alors, ici, le problème, c'est que la société civile, comme le préconisait le président Obama, il dit que nous avons besoin d'institutions fortes et non pas d'individus. Et donc, ici, le problème de la société civile, c'est que, je parle donc de la société civile formelle, cette société civile n'a pas les moyens. Sinon, elle est vraiment impliquée dans les élections. On a vu en 2010 la société civile qui appelait à des élections apaisées et autres. Mais cette société civile n'a pas les moyens, elle n'a pas la force nécessaire pour s'opposer, pour accompagner D'accord, alors je repose donc ma question. Oui. Est-ce qu'elle est incolore ou elle est partisane? C'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec beaucoup de certitude, mais ce qu'on a pu observer, c'est que chaque pouvoir vient avec sa société civile. Voilà. Quand il y a un pouvoir, on a des organisations qui sont visibles, qui font beaucoup de bruit d'ailleurs,
Et lorsque le pouvoir n'est plus là, ce sont d'autres organisations qui viennent. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que la société civile est incolore, puisque la société civile a besoin de s'accrocher, comme les jeunes d'ailleurs, de s'accrocher à quelqu'un qui les finance, qui finance le groupe, qui finance l'organisation. Donc, il est difficile de trouver une société civile libre qui n'a pas de coloration politique. Mais même s'il y avait une société civile qui n'avait pas de coloration politique, on se demande comment cette société civile va gérer son environnement, comment elle va s'exprimer, quelle complémentarité elle aura avec les médias pour qu'elle puisse s'exprimer, parce que elle sera, comme on l'observe tous les jours, elle sera interdite de manifestation, on va lui poser tous les problèmes pour qu'elle puisse disparaître, vous voyez, donc une société civile incolore, c'est vraiment difficile d'en trouver. C'est vraiment difficile d'en trouver. Madame Toungara, la société civile n'est pas indépendante? La société civile est bel et bien indépendante des politiques de l'État. Et ça, je le dis à travers la jeunesse, parce que je suis jeune, je n'ai pas trop vécu les temps de 91, 92. Mais vous observez tout de même. Est-ce oui, qu'aujourd'hui, sur le terrain, vous constatez que la société civile, celle dont on parle de façon officielle ou même non officielle, est-ce qu'elle est indépendante véritablement? Elle est bel et bien indépendante. Est-ce qu'elle n'est pas sympathisante de... Non, je ne pense pas. Je prends un exemple sur le groupe, comme je l'avais dit, Y en a marre du Sénégal. C'est une société civile qui a vraiment marché. Ils ont fait des choses et ils ont montré l'exemple qu'ils sont bel et bien indépendants. Je prends exemple sur le groupe Filimpi. Filimpi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce groupe. Le ballet citoyen du Burkina Faso. C'est des jeunes à travers leur action qui ont montré que la société civile existe. Elle est bel et bien indépendante. Je prends exemple sur mon propre association aussi, la JICAD Mali. Nous, pendant l'élection présidentielle de 2013, à travers un programme, on a fait une action à travers laquelle nous avons montré à la population que nous sommes indépendants. Cette action consistait à analyser le projet de société des candidats, maintenant les interpeller, nous rendre dans leur quartier général et leur donner un manifeste dans lequel nous avons élaboré les préoccupations de la jeunesse à travers les services sociaux de base. La société civile est indépendante et elle existe aussi. Et comment le politique réagit vis-à-vis de cette société civile dont vous parlez très souvent? Votre expérience personnelle? Ils sont un peu stressés quand ils nous voient parce qu'ils se demandent mais d'où viennent ces jeunes-là, comment ils ont fait, mais comment ils se sont réveillés. Du coup, quand les politiciens sont face à cette société civile, ils sont stressés. Et nous, c'est ce qu'on recherche justement. Et vous sentez qu'il y a eu une évolution? Oui, je sens qu'il y a eu une évolution. Quelque chose change vraiment? Oui, parce que de ces moments à maintenant, un candidat avant de se présenter, il s'informe d'abord sur son propre rôle. Sinon, dans les campagnes, on attend des candidats législatifs qui disent que quand ils seront députés, ils vont construire des goudrons. Et nous, à travers cette société civile, c'est des choses qu'on évite présentement. Docteur Koné, la société civile indépendante, vous y croyez? Je ne partage pas le point de vue de Mademoiselle Toungara. Attendez, la société civile a une mission précise dans toute transition au processus démocratique. Mais qu'est-ce qu'on constate? Moi, je parle d'un constat. Il y a des organisations qui se réclament de la société civile, mais ces organisations ont tout sauf être civiles. Ces organisations sont des appendices des partis politiques, c'est des caisses de résonance des partis politiques au pouvoir. À l'inverse, il y a aussi des organisations qui se réclament de la société civile qui sont des porte-parole, des prolongements des partis de l'opposition. Ah oui, ça c'est des réalités. La société civile, il y a des organisations clairement qui bénéficient de soutien du pouvoir exécutif, de diverses formes ou de sources de financement occultes. Alors, moi je reconnais que ce constat existe dans beaucoup de nos sociétés africaines. Toutefois, vous permettrez, il y a des organisations qui sortent la tête de l'eau, qui tirent leur épingle du jeu. On a par exemple des structures de la société civile bien organisées. En Tunisie, on a Mora Kiboun, je crois, qui a contribué efficacement à la conduite, à la gestion du processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. En 2014, ça a été un exemple de société civile qui a efficacement accompagné le processus électoral. Tout près de nous, au Ghana, on a une société civile également. Il est d'accord avec moi. D'autre part, il est d'accord avec moi. Mais je d'abord indiquer qu'il y a certaines organisations qui, dans leurs différentes actions, nous laissent à penser... Oui, tout le monde n'est pas caporalisé, on est vraiment d'accord. Oui, il y a quelques exemples, mais dans l'absolu, ce que l'on constate, c'est que
il y a très peu d'indépendance. Voilà, donc il faut encourager celles déjà qui tendent vers cette forme d'indépendance à se renforcer, à avoir davantage de moyens pour véritablement accompagner les processus de démocratisation en cours dans nos jeunes États africains. Docteur Ibitois. Alors, vous savez, le tableau il est clair. Hein? Il y a une forte proportion, on va dire, de société civile qui est, on va dire, sous contrôle. Hein? Soit qui a pointé à l'opposition, politique, non? Qui est soit pointé à l'opposition ou à ceux qui sont au pouvoir. Et il y a une infime minorité, on va dire, qui essaie d'arracher son autonomie. Parce que être société civile force, il faut avoir les moyens de sa politique. Réunir, rassembler, mobiliser, etc., c'est des moyens qui n'ont pas toujours, que cette frange de la société civile n'a pas toujours. Donc du coup, elle est en ballottage, elle est, entre guillemets, elle tangue, et souvent elle est obligée de s'accrocher là où elle peut, on va dire, le mieux se renforcer. Ceci dit, peut-être qu'il faudrait plutôt se demander, mais quel type de société civile devons-nous avoir? Parce que c'est un processus. Parce qu'il y a deux définitions, ou 3, 4 définitions de la société civile. Non, il n'y en a pas 10 000. Mais en termes, si vous voulez, de critères, le rôle d'une bonne société civile, c'est celle qui a équidistance, en tout cas aussi bien de l'opposition que des gouvernants. Son rôle, le rôle de la société civile, ce n'est pas d'accompagner l'opposition contre le parti au pouvoir et vice-versa. Une bonne société civile, c'est celle qui a de la hauteur et qui dit les choses telles qu'elles sont, mais avec aussi la manière. Vous savez, souvent, on confond être opposition, et puis, enfin, être dans l'opposition, et puis tout nier, tout renverser, tout balayer du brevet de la main. Le rôle de la société civile, c'est d'accompagner aussi le pouvoir quand il travaille dans le sens de l'intérêt général. C'est important à souligner. Parce qu'on pense que lorsqu'on encourage, qu'on félicite, ça veut dire qu'on est acheté en guillemets. Non, on peut encourager à mieux faire, on peut féliciter aussi bien l'opposition que le parti au pouvoir quand il fait bien son travail. Voilà, donc il faut également, parlant donc du processus électoral, commencer plus tôt. N'attendons pas maintenant. Depuis longtemps, 2 ans à l'avance, le rôle de la société civile est un rôle permanent. C'est un rôle de pédagogie permanente, d'éducation permanente. Voilà, de sorte à ce que les choses soient mûres et qu'au moment venu, les gens soient préparés à adopter l'attitude et l'action souhaitée. Beaucoup a été dit sur le plateau, mais pourquoi jusqu'à présent, vraiment je voudrais le savoir, pourquoi est-ce que la société civile n'arrive pas à se mettre au-dessus, à être au-dessus de la mêlée jusqu'à présent? Je poursuis parce que j'avais la parole, mais c'est la même chose. Vous savez, c'est la même réalité sous d'autres versions, d'autres facettes. On a parlé de l'école, enfin, la politique à l'école, après on a parlé des jeunes qui sont manipulés, etc. Vous savez, c'est purement humain. C'est l'homme face à certaines réalités. Vous, M. Fofana, professeur Achua, Dr Kone, Tunkara, quelle est notre attitude face à des exigences, face à des pressions? Est-ce qu'en tant qu'homme, nous prenons de la hauteur pour essayer, un temps soit peu, on va dire de ne pas se laisser tenter, de résister à la tentation? Mais pour certains acteurs de la société civile, les mouvements associatifs ont été des tremplins. Pour être demain Premier ministre, etc. Ça veut dire que pour lui, c'était un agenda bien clair, même s'il était caché, pour aboutir à des objectifs. Voyez-vous? Alors que normalement, quelqu'un, un homme de la société civile bon teint, doit pouvoir dire, écoutez, la politique après, mais tant que je suis dans la société civile, je vais aller jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on gagne la confiance de la population. Donc c'est ça en fait, c'est une question d'homme. Est-ce qu'on se laisse séduire? Parce que le politique, lui, attendez, ne lui en voulez pas non plus. Lui, il cherche à avoir une action avec lui. Si vous êtes un bon bavard de la société civile, il aimerait bien l'avoir. Il fait de la politique. Ah, il fait de la politique, ça on ne peut pas lui reprocher. Madame Tunkara, c'est clair, hein, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Oui, ça c'est clair, je l'ai surtout compris. La société civile indépendante que vous voyez, les autres voient autre chose. Moi, je vois une société civile indépendante, mais qui n'arrive pas à se surpasser. Pourquoi? Ça ramène à la réponse de la question précédente. Tout simplement parce qu'elle est indépendante. Elle n'est pas liée à l'État, elle n'est pas liée aux politiciens, elle évolue toute seule avec l'espoir de voir une véritable société politique. Du moment où elle évolue toute seule, en toute indépendance, ce n'est pas facile pour elle de prendre le dessus. Vu que les plus gros manipulateurs sont au-dessus, avoir de sommet ne sera pas facile, mais elle va y arriver. Mais c'est vrai, on ne la sent pas dans les prises de décision et la société civile. Exactement. Parce que ça ne les arrange pas. Nous, les décisions que nous amenons à travers la société civile peuvent leur bloquer justement. Les politiciens, la décision de l'État. C'est une vérité qui est là, on la cache, mais il faut le dire. Moi j'ai envie de demander à Mme Tunkara comment sa société civile survit quand elle fait les manifestations. Est-ce que ces manifestations sont parrainées
Par un responsable politique. Pas par un responsable. Je rappelle que Mme Toungara est de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie au Mali. Au Mali, oui, exactement. Oui. Et nous, pendant l'élection présidentielle de 2013, l'action qu'on a menée, c'était financée par Oxfam Novib, une organisation non gouvernementale qui est néerlandaise et non malienne. Du coup, ce n'était pas des politiciens, ce n'était pas l'État qui nous a financés. Vis-à-vis de cette organisation qui vous finance, vous êtes toujours indépendant? Oui, on est indépendant. Mais il faut des financements. Oui, absolument. Il faut des financements pour mener les projets, ça c'est sûr. Mais pas créé par vous-même, je veux dire. La main qui donne. On connaît la suite, hein, les 3 points de suspension. Maintenant, sur la transparence des élections en Afrique, docteur Koné, le véritable problème, il vient d'où? Pourquoi est-ce que, avant de commencer des élections, tout de suite, on ne pense pas à ce que ces élections soient transparentes, mais on pense plutôt à trouver des chemins qu'on est seul. Bien sûr, moi je pense que c'est une préoccupation qui réside certainement dans le fait que les différentes parties prenantes ne se font pas confiance. Pour arriver à des organes indépendants de gestion des élections, il a fallu ces moments de concertation, ces moments de rencontre et de discussion, parce qu'au préalable ou avant, c'était donc les ministères en charge de l'administration de l'intérieur qui les organisaient. Mais il se trouve qu'en dépit de la présence de ces organes de gestion des élections, il y a toujours la suspicion qui plane. Dans les différentes étapes du processus, de l'inscription des électeurs sur les listes électorales, dans la conduite même de la campagne électorale, le jour du scrutin ou dans la proclamation des résultats, il y a toujours de la suspicion. Parce qu'une partie ou des partis qui sont engagés dans le processus doutent de l'intégrité ou de la sincérité de ceux qui ont en charge la conduite du processus électoral. Dans la hiérarchie, ça je le reconnais, des fraudes qui sont donc établies, c'est surtout dans la proclamation des résultats que subsistent de fortes suspicions. Parce qu'on pourrait soupçonner l'un ou l'une ou l'autre partie de manipulation de ces résultats. Alors pour arriver à cette dernière étape, il y a des étapes préliminaires. C'est dans la conduite de ces étapes préliminaires qu'il faut peut-être instaurer, il faut certainement instaurer la confiance, la crédibilité. Et cette crédibilité peut être mise en œuvre ou peut être renforcée à travers des espaces de discussion. Quand il y a des partis qui émettent des réserves, qui émettent des doutes ou qui ont des appréhensions quant à la sincérité et la conduite parfaite du processus électoral, il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens de les appeler, d'ouvrir le dialogue, d'ouvrir la discussion, de sorte à aplanir au fur et à mesure les différents écueils. Parce que, là, il faut le rappeler, nous avons très souvent agi par réaction face à certaines situations de crise. En tirant les leçons donc, du passé, il faut anticiper, être dans la posture de la prévention de ces éventuels conflits. Cela suppose la mise en place de certains mécanismes qu'on pourrait appeler des mécanismes d'alerte. Mais fondamentalement, on a parlé de la société civile. Je crois que c'est l'un des rôles que pourrait jouer la société civile en créant les conditions de sorte que les acteurs puissent se rapprocher, puissent échanger, puissent discuter. Et il est clair que si chacun y va avec de la sincérité, sans hypocrisie aucune, sans volonté de mauvaise foi, sans volonté de rouler et tout ça, on pourrait aboutir à des solutions consensuelles. Et c'est là justement qu'il y a problème, parce que personne n'a confiance en personne. Et puis, qui pourraient garantir un climat apaisé pour des élections apaisées, pour le bien-être de nos populations. Alors, professeur Achua, comment garantir la transparence d'un scrutin électoral? Oui, et là... Je le dis parce qu'en Côte d'Ivoire, on est à 60 jours exactement de la présidentielle. Il faut créer, il a dit, il faut créer, je suis entièrement d'accord avec lui, il faut créer les conditions de la confiance. Il faut que les acteurs politiques aient confiance aux décisions des personnes qui organisent, n'est-ce pas, ces élections. Tout est une question de confiance. Et tant que la confiance n'est pas établie, il y aura des doutes dans tout le processus. Et c'est ce que nous observons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Voyez, c'est de la CEI qu'on doute, c'est de sa structuration qu'on doute. Déjà, les élections ne sont pas encore arrivées, mais on doute déjà des résultats. Vous voyez, il y a des conditions, n'est-ce pas, qui se créent pour qu'il y ait problème à cette proclamation. Voyez. Donc, il faut un climat de confiance. Et cette confiance, elle n'est pas par hasard. Elle se construit sur le long terme, elle se construit depuis le début.
jusqu'à la fin du processus. Voilà. Donc, pour moi, c'est un problème de confiance. Alors, votre avis, Mme Toungara, comment garantir la transparence dans un scrutin? Voilà, comme elle a dit, comment garantir? Il faut d'abord garantir la confiance par la société civile. Et comment? Comment garantir cette confiance? Il faut d'abord partager le processus électoral. On a parlé de méconnaissance. Il faut que la population maîtrise ce processus, sur comment les résultats seront annoncés, comment les calculs seront faits. Je pense que si la population est au courant de ça, tout peut bien se passer. Mais les politiciens aussi ont un grand rôle à jouer. Parce que du moment où on milite pour un candidat, s'il ne gagne pas, alors que nous, on a déjà dans la tête que c'est lui l'élu, on nous annonce du jour au lendemain, voilà, il n'a pas été élu, c'est l'autre candidat. Ça sera très facile pour lui de dire qu'ils ont triché et nous, on va y croire. C'est ça le gros problème. Les politiciens ont un grand rôle à jouer. Si on n'arrive pas à passer, il faut qu'on l'accepte. Ça aussi, c'est une victoire, d'accepter son échec. Docteur Ibitoa, quel chemin vous prendrez pour garantir la transparence d'une élection, pour terminer véritablement? Oui, il faut quand même que le processus soit assez lisible. C'est-à-dire que ce soit compris par tous de la même façon. Un processus incolore, sans a priori, sur lequel tout le monde est d'accord. Et à partir de ce moment-là, tous les acteurs clés, les partis qui exercent le pouvoir, ceux qui ont l'opposition, l'administration elle-même, ceux qui garantissent l'intégrité du scrutin, c'est-à-dire que les forces de sécurité, chacun doit se comporter de façon impartiale. Et la société civile également doit favoriser le dialogue entre les parties prenantes, de sorte à désamorcer les conflits en amont. Et puis, et je le souligne, il faut la bonne foi. Parce que quand il y a la mauvaise foi, le processus a beau être lisible, transparent, clair, quand on ne veut pas, on ne veut pas. Donc, on ne fait pas de la politique avec la mauvaise foi. Je le souligne. Si on veut être un bon politique, le minimum qu'on puisse partager, c'est la bonne foi. C'est la volonté, effectivement, de servir dans un souci de garantir, en tout cas, la sécurité et la paix sociale. Merci, docteur Ibitoa, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes le président des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance. Je voudrais vous dire merci à vous aussi, Sogona Tunkara, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie du Mali, et professeur Julien Achoua, merci à vous. Vous êtes enseignant-chercheur, spécialiste en communication politique. Merci à vous, docteur Taïrou Kone, président du club Initiative. Et bien entendu, on n'oubliera pas Ahmed Koulibaly, à qui vous avez pris la place. Ahmed Koulibaly est le coordonnateur jeune Amnesty International Côte d'Ivoire. Élections en Afrique et quelle implication des jeunes. C'est de cela que nous avons parlé aujourd'hui. On retient que la jeunesse joue un rôle prépondérant dans le processus électoral et elle demeure un pilier non négligeable dans l'avenir de nos jeunes pays. Merci et bonsoir. C'est terminé pour aujourd'hui.